Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbagos. C'est génial. Et je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je brosserai plus les chevaux. Mais tu es libre, je te dis. Oh, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison? J'ai pas d'argent. Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, bah. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire, hein? Vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Ah bah écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, mais ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? Mais c'est de l'esclavage. Impossible, il vient d'être aboli. Mes chers compatriotes, mes chers amis, Marine Le Pen est au port du pouvoir et j'entends les bruits de ses bottes. Ça suffit. L'immigration sera l'enjeu central des prochaines élections. Vous savez, j'aime les Africains, mais restez chez vous, car il fait beau. Et je ne suis pas raciste, vous savez. J'aime les Africains, j'aime leur couleur de peau, leurs muscles, leurs odeurs, mais trop c'est trop. J'aimerais vous dire aussi, à Coin Gay Pride, à Yaoundé, à Alger, à Cotonou. Bon, cher homologue français. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. À quand une gay pride à Yaoundé? J'ai entendu ça. Tout à fait. Oh là là, non. Je réponds que jamais. Même dans 1000 ans, nous ne voulons pas de vos dégueulasseries dans nos rues africaines. C'est comme ça. On ne veut pas. Vous parlez de progrès, mais non, non, pour nous, ça s'arrête là. Voilà comment je vais répondre. Quant à vos histoires d'immigration, vous avez Marine Le Pen a construit son succès sur le rejet de l'immigration africaine. Nous arrivons, dites-lui. Le grand remplacement va se mettre en place. Parce que le problème, c'est que nous faisons les enfants alors que vous avez les pratiques sexuelles déviantes. Vous ne vous reproduisez pas. Moi, j'ai 22 enfants. Hein. C'est beaucoup trop. Ouais, non, je peux encore faire plus. Et faire 40. C'est quoi? Quel est votre problème? Vous allez me traiter de quoi? Écoutez, je pense que vous avez assez parlé, Monsieur le Président. Ce que vous dites, c'est du pur mensonge. Et en plus, non. Vous êtes un homophobe. Oui. Homophobe. Oui, c'est vrai. Je suis plus, même, je suis homovore. C'est-à-dire, je découpe ça, je fais griller, je mange. C'est comme ça que moi je fais. Mais c'est cruel. Oui. Parce que la vie est cruelle. Tu sors le matin en brousse, tu ne sais pas comment tu vas rentrer. Hein? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous me parlez de bourse et de jungle. Nous sommes ici pour travailler la paix, Monsieur le Président. La paix, ici. Vous me parlez de paix, vous êtes l'un des plus grands fabricants d'armes du monde. Arrêtez de vous moquer du monde. Nous, au Cameroun, on ne fabrique pas d'armes. Même les sarbacanes de pygmées, là, j'ai retiré, parce que c'est dangereux. Mais tant mieux. Bon, écoutez, vous savez que c'est vrai que nous vendons des armes, mais aussi de bons médicaments. Une balle dans la tête, un Doliprane. C'est efficace. Si vous fabriquez les petites pastilles bleues, là, ça c'est bon, ça. C'est le Viagra. Oui, oh, j'aime ça. Une fierté nationale. Viagra, hein? Oh, je mange ça en grande quantité. Je peux manger une boîte dans la soirée. Mais c'est dangereux pour le cœur, vous savez? Non, tu manges ça toi aussi, hein? Non, je prends pas ça, moi, c'est Brigitte qui en prend. On va peut-être couper le... Je sais pas si on risque d'avoir des problèmes avec cette réplique. Ah bon, tu penses qu'on va avoir des problèmes? Bah moi je suis sous bracelet, je peux pas me permettre tout un tas de choses. Il faudra peut-être retirer cette partie du spectacle. Ouais. Enfin bon, venez voir notre spectacle. Hein. Ah, puis moi je suis maghrébin et puis musulman, c'est encore pire. Oh, plus de ça avec le RN qui vient de gagner. Oh putain, là on est... Ah non, je suis pas bien là, non? Bah toi t'es pas bien, hein. Mais bon, sachant que moi je suis carrément, je suis sous bracelet électronique. Hein. Ouais. Mais enfin bon, dans le spectacle, venez nous voir parce qu'on va... on va y aller. Hein. Allez, là c'est... On va se lâcher. Hein. C'est la fin.
Il y en a souvent, mais est-ce que vous connaissez le Cameroun? Je dis, oh, pas trop. Parce qu'en Afrique, vous avez des gens qui aiment parler fort, c'est ça le problème. Le sang est chaud. Quand Kadhafi là, j'ai mon bonhomme, j'étais en Suisse, non? Il m'appelle au moment de ces problèmes-là. Il dit, papa, viens, on va bagarrer pour les Africains. Ah, j'ai dit, arabe, raccroche. Tu vas me faire les problèmes. Tu veux bagarrer contre la coalition internationale? Il dit, oui, on va faire ça. Pour l'honneur des Africains. J'ai dit, non, mais comme un grillon ne peut pas affronter un troupeau de rhinocéros enragés. Il m'a dit, si, viens, Popol. T'es déjà vieux, viens. Je préfère mourir en homme que ramper devant ces chiens-là. J'ai dit, non, mais ramper, c'est bien quand même. Tu avances un peu. Et de cette situation au Burkina Faso, on continue à en parler avec Newton Ahmed Barry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et ancien président de la commission électorale burkinabé. Que sait-on de plus sur cet obus tombé mercredi dans la cour de la télévision publique près de la présidence? Sur l'obus lui-même, on ne sait pas. On pense plutôt que c'est une roquette qui serait tombée donc, dans l'enceinte de la télévision, ou en tout cas qui serait tombé non loin avec des effets qui ont été ressentis au sein de la télévision nationale. On n'en sait pas beaucoup, sauf ce que l'on sait ensuite, c'est qu'il y a, en tout cas, ça a créé une situation inhabituelle d'un président qu'on ne voit plus depuis, et puis évidemment aussi beaucoup de questionnements avec beaucoup d'allégations sur des exfiltrations, avec des points de chute alignés, hein, en cascade. Hein. Mais le président est quand même apparu 2 jours après. Hein. Pourquoi ? Oui, dans un premier temps, parce que pendant près de 24 et 48 heures, on a perdu un peu de ses traces. Et puis il est réapparu une première fois un vendredi, ensuite le dimanche, le jour de la prière de l'Eïd. Il est apparu comme il n'a pas l'habitude de paraître, parce que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement bien gardé. Et en général, dans ces cas de situation-là, un président ne se déplace jamais sans ce qu'ils appellent la mallette de sécurité. Si vous regardez un peu la sécurité des présidents, vous allez toujours voir 2 personnes qui tiennent 2 mallettes noires, qui sont des éléments de sécurité. Et pour la première fois, on l'a vu dans une situation un peu dirais-je, un peu furtive, parce que c'est quand même une prière dans un endroit qui n'est pas officiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors, selon vous, qu'il n'ait pas ces mallettes de part et d'autre? Oui, ça interroge, tout ça interroge évidemment sur la nouvelle situation et sur évidemment les incidents que l'éclatement de la roquette a créé aujourd'hui à Ouagadougou, qui met le pays dans une sorte d'expectative aujourd'hui et de questionnement. La semaine dernière, une attaque djihadiste a visé Mansilla, dans le nord-est du pays. Avez-vous davantage d'informations sur le bilan? C'était un détachement d'environ 150 éléments militaires et l'attaque a eu lieu le 11 et tous les 150 éléments du détachement, en fait, on a perdu contact avec eux. Et ensuite, aujourd'hui, il y a un certain nombre de communications, mais ce sont des communications davantage qui viennent des groupes du GATT qui a attaqué Mansilla, plutôt que du côté des officiels ou d'autres sources indépendantes. Donc la seule source que nous avons aujourd'hui, c'est la source GATT, donc c'est-à-dire le groupe armé terroriste qui a attaqué Mansilla, qui parle de 107 soldats tués, qui fait la liste évidemment du matériel militaire qu'ils ont ravi et qui présente 7 otages militaires qu'ils ont capturés pendant cette attaque. Jusqu'à présent, du côté officiel, il n'y a pas de communication. On sait simplement qu'il y a eu un déploiement d'hélicoptères pour aller ramasser les restes des militaires. Combien ont-ils ramassé jusqu'à présent? Et comme d'habitude, on ne communique pas sur les pertes. Alors en septembre prochain, cela fera 2 ans que le capitaine Traoré est au pouvoir. Si on devait dresser un bilan sécuritaire, quel serait-il selon vous?
Mansilla est, à mon avis, la réponse la plus appropriée à la question. C'est-à-dire que 2 ans bientôt, on se rend compte que finalement, on n'a pas bougé d'un iota par rapport à septembre 2022 parce que des attaques de plus en plus hardies, de plus en plus meurtrières se produisent toujours. Et l'armée et le pouvoir n'a pas, hélas, pu reprendre les territoires qui étaient sous contrôle. Et jusqu'à présent, à la veille, évidemment, nous sommes en saison d'hivernage, les pluies vont commencer à tomber, des paysans continuent à quitter leur village et ceux qui avaient quitté n'auront pas la... Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest, a récemment pris une décision qui a fait grand bruit dans le paysage médiatique. La chaîne de télévision francophone TV5 Monde a été suspendue pour une durée de 6 mois, accompagnée d'une amende de 50 millions de francs CFA, soit environ 76 000 €. Cette sanction a été imposée par le Conseil supérieur de la communication, CSC, suite à la diffusion d'une émission abordant la situation sécuritaire du pays, et qui critiquait de manière très acerbe le gouvernement en place, provoquant ainsi une réaction des autorités burkinabées. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en octobre 2022, plusieurs médias étrangers, principalement français, ont été confrontés à des suspensions temporaires ou définitives. Les autorités burkinabées accusent TV5 Monde de diffuser des propos tendancieux frôlant la désinformation, ainsi que des insinuations malveillantes. La chance de retourner cette année encore pour cultiver. Le ministre russe des Affaires étrangères était à Ouagadougou début juin. Il a dit que le nombre d'instructeurs russes allait augmenter. Qui sont les nouveaux alliés du Burkina Faso ? Les Russes, bien sûr, ce sont aujourd'hui la coopération burkinabé a changé du tout au tout depuis septembre 2022 et le principal allié burkinabé aujourd'hui, c'est la Russie. Et on a vu ces derniers jours, dans la confusion que nous avons, plusieurs avions russes atterrir. On dit qu'ils venaient de Gao, transportant, dit-on, des mercenaires russes. Donc évidemment, est-ce que c'est ceux-là les instructeurs que Lavrov avait annoncés ou bien à situation exceptionnelle, ils ont dû amener des troupes exceptionnelles dans le cas de la situation qui prévaut. Et qu'en est-il des Turcs ? Les Turcs davantage par rapport plutôt à l'armement militaire et notamment les drones. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas physiquement comme le sont les Russes. Comment jugez-vous la situation de la liberté d'expression ? On a vu l'arrestation notamment de l'avocat Guy Hervé Cam pour complot contre la sûreté de l'État. Mais c'est pour cela que les Burkinabés sont bien malheureux aujourd'hui. Il y a 2 ans en arrière, cette situation, c'est les médias burkinabés qui l'auraient décortiquée et les Burkinabés se seraient informés auprès de leurs médias. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'informer auprès de leurs médias. Il faut qu'ils recourent aux médias internationaux qu'ils ne voient pas, mais qu'ils peuvent parfois incidemment consulter sur les réseaux sociaux. TV5 est toujours diffusé au Burkina Faso à présent. J'espère bien. Newton Ahmed Barry, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et ancien président de la commission électorale burkinabé. Merci. Le documentaire, il vient d'un déclic, un joueur de l'équipe de France, très important, qui m'a dit, tu sais Mohamed, quand je fais un grand match, quand j'obtiens un penalty, quand je marque un but, je suis un joueur de l'équipe de France et je suis un joueur de mon club. Quand je rate un penalty, quand je prends un carton rouge, je redeviens un noir. On m'essentialise par rapport à ma couleur. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux où nous, Français, quand Mbappé ou Tchouaméni rate le penalty pour... Mbappé, il l'a pas raté, mais Tchouaméni rate la finale de la Coupe du Monde et rate des penaltys, on en arrive à dire sale négro sur les réseaux sociaux, sale singe, etc. Ça, ce sont nos comportements désormais. Si la France, comme pays de l'OTAN et qui maintenant fait partie militaire de l'OTAN, va envoyer officiellement ses troupes au sol, bien sûr, la France sera responsable de la Troisième Guerre mondiale. Moi, j'aime pas dire Troisième Guerre mondiale parce que personne ne sait qu'est-ce que cela veut dire. Mais si, par exemple, il y a toujours les choses qui sont pour nous inacceptables. Donc, notamment, c'est l'utilisation du matériel militaire de la part des territoires des pays qui font partie de l'OTAN. Par exemple, si du territoire de Pologne, il aura
des F-16 qui vont aller se battre sur le front de l'Ukraine, nous serons obligés de démolir l'aéroport sur le territoire polonais. Et on ne veut pas. Pour l'instant, aujourd'hui, tout le monde comprend que c'est très dangereux. Mais comme j'ai déjà dit, ils n'ont pas la possibilité de freiner la situation. Ils ont que la volonté d'accélérer le conflit. Quels sont les intérêts de la France en mer Noire et en Ukraine? Zéro. Voilà, zéro. Quels sont les intérêts de la France en Russie? Bon, un partenaire énergétique, un partenaire industriel, une nation dont, comme le disait très bien le général de Gaulle, tant qu'on a été allié avec la Russie, les choses se passaient bien. Dès qu'on n'était plus allié, les choses se passaient mal. Mais je dirais, même si on voulait, ce que j'ai prôné d'ailleurs il y a 2 ans, c'était la neutralité. Non mais où est-on là? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. On peut plus de ce discours de nos valeurs, hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais bon, on fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous essayer de vous imposer les valeurs des autres. Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? La France, aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. La France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de 2 poids, 2 mesures. Je le dis sans ambages, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas
la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques qui ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique n'ont pas de base militaire. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique, plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils Déby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement. Qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis, vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là, vous dites, ah bah non, le coup d'État, c'est pas bien. La junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Moi je pense qu'on s'est battu pour la France. Je pense que parfois c'était un peu limite. Je pense qu'il aurait parfois fallu un débat national plus important. Qu'est-ce qui vaut que ces soldats engagent ma responsabilité en tant qu'individu, en tant que citoyen français, en allant tuer des gens? Il y a des modes opératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que l'Israël ne les respecte pas. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça c'est une erreur. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. En France, aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave, on est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là, vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Le président de la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa, Félix Tshisekedi, et Dario Rojbin de LCI. Et entre autres, voici ce qui se disait par rapport à ce qui se passe entre l'Europe, l'Afrique, en tout cas le Congo, la Russie et la Chine. Écoutez. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes 2 continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, Monsieur le Président, comment soutenir ça? On ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Alors voilà, c'est vraiment le paradoxe. Caroline Galacteros, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, et puis vous dirigez le think tank Géopragma, que l'on connaît bien et on vous accueille toujours avec plaisir, le pôle français de géopolitique réaliste, et vous êtes l'auteur du blog Bouger les lignes, que vous animez. Mais Caroline Galacteros, quand je dis paradoxe, c'est intéressant, on dit oui, ce que dit Félix Tshisekedi, il dit oui, l'Europe c'est le meilleur partenaire, mais enfin, vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, notamment les droits de l'homme, vient-il dire. Est-ce que c'est pas le grand paradoxe, c'est-à-dire que la Russie et la Chine, pour résumer, mais vous allez évidemment développer ça, disent écoutez, nous, on va faire du commerce, on fait du business, on fait des choses, puis le reste, c'est votre régime, vous en occupez. Et les Européens qui disent oui, mais enfin, quand même, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas jeter les droits de l'homme avec l'eau du bain du business, non? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, un vrai paradoxe là?
C'est un paradoxe, mais en même temps, c'est extrêmement logique ce que dit le président Tshisekedi. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait toujours pas compris qu'il faille quitter notre discours de surplomb moral, arrêter de faire des leçons, surtout que nous sommes très très loin quand même d'être parfaits, y compris dans ces matières de droits de l'homme ou de morale, des engagements, des interventions, etc. Je veux dire, on agit on n'a pas de titre pour faire cela. En fait, ce qui nous permettait d'avoir toujours ce surplomb et cette position de donneur de leçons, c'était un rapport de force global qui était en faveur de l'Occident, de l'Amérique et bien sûr des vassaux européens qui tiraient les fruits de leurs anciennes positions d'empire d'abord, colonies, etc. De globalement l'occidentalisme triomphant. C'est fini, c'est fini. Voilà, donc il faut s'en rendre compte. Et en fait, la Russie et la Chine tirent les marrons du feu, c'est vrai, c'est incontestable, chacune à leur manière, chacune avec leurs limites, mais elles tirent essentiellement les marrons du feu du fait qu'elles reconnaissent une forme d'égalité a priori, et elles misent là-dessus, et elles en parlent, et elles le disent, et elles redonnent cette égalité entre tous les États, alors que nous avons fini par pratiquer, j'allais dire, une forme pas d'exceptionnalisme revendiqué, mais enfin, on considère qu'on peut se permettre de donner des leçons. Ouais. Voilà, c'est fini tout ça. C'est terminé. Et plus vite on s'en rendra compte, plus vite nous pourront ramasser les quelques lambeaux de notre influence africaine et peut-être essayer de construire quelque chose. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas trop tard, Caroline Galacteros? Est-ce que ce ne sont pas des miettes qu'on va nous jeter au bord du festin? C'est-à-dire, vous avez raison de souligner que, de toute façon, avec même la France-Afrique et autres, eh bien, les affaires étaient déjà les affaires, c'est clair. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'est passé avec une telle vitesse? On a l'impression que tout ça s'est passé en quelques années, même si c'était préparé depuis longtemps. C'est un peu l'aveuglement ou je dis pas la vanité, c'est quoi, de nos gouvernants? Je parle en général. C'est tout ça. Oui. Mais c'est tout ça, c'est l'aveuglement, c'est une immense arrogance, c'est une vanité indécrottable, c'est une incapacité, c'est un déni, mais on le vit partout sur la planète, pas que vis-à-vis de l'Afrique. On nie la réalité, on est dans une pensée magique, et une pensée magique qui nous coûte extrêmement cher. Les autres pensent stratégiquement, y compris les Africains désormais. Ouais. Ils ont compris qu'ils avaient besoin effectivement qu'on les considère autrement, qu'ils avaient une immense richesse que nous avons abondamment utilisée à notre avantage, et sans doute parce que si vous écoutez les discours de tous ces chefs d'État africains, c'est pas des perroquets, hein. Ils ne répètent pas ce que Vladimir Poutine ou Xi Jinping leur demandent de répéter. Ils le pensent. Et ce qu'ils pensent, et ce qu'ils disent, ce qu'ils répètent, c'est « Nous voulons des accords gagnant-gagnant, nous n'avons rien à faire de vos prétentions à nous dire ce qu'on doit faire, nos élections, nos ci, nos ça, nos régimes, nos droits de l'homme, c'est pas votre affaire. En revanche, nous pouvons faire des affaires ensemble, et nous pouvons avoir des relations même d'alliance ou de rapprochement, mais sur une base de considération, de souveraineté, de respect de notre souveraineté. » C'est un peu ce que disait Général de Gaulle, un État n'a pas des amis, il n'a que des intérêts. Mais absolument. Alors, on a des intérêts plus ou moins forts, on peut avoir des affinités avec des types de régimes, mais je crois que, et si vous voulez, on en prend conscience maintenant, comme d'habitude, c'est-à-dire au moment où il est, voilà. Ouais. Parce que, mais c'est comme en Russie, c'est comme avec la Russie, c'est comme en Ukraine, c'est comme partout. Ouais. On ne veut pas reconnaître le processus quand il nous désavantage, et au lieu justement de penser stratégiquement, de penser à long terme, on reste dans des fuites en avant et dans des poursuites de comportements, d'attitudes et finalement d'ethnocentrisme complet. Parce que c'est plus facile, et puis parce qu'on se dit que finalement, à la fin, l'équilibre va revenir entre guillemets dans le bon sens, c'est-à-dire dans un sens qui nous sera favorable. Ouais. C'est à mon avis une erreur extrêmement lourde. Oui. Et effectivement, l'Afrique est en train d'échapper à l'Occident d'une manière générale, pas qu'à la France. Hein. Oui, et puis on voit ce qui se passe avec les BRICS, enfin, vous savez ça mieux que personne. Mais est-ce que franchement, au fond, on ne va pas revenir à quelque chose que, évidemment... Un facteur important du vote Rassemblement National,
c'est l'immigration et c'est le racisme. Et j'ai pas de problème à dire qu'une grande partie, ou en tout cas une partie des électeurs du Rassemblement national ont un côté raciste, et c'est ça, moi, qui m'inquiète, parce que le racisme est en train de gagner du terrain dans le pays. Moi, je pense que c'est l'immigration la raison, mais effectivement, alors raciste, c'est quelque chose que vous ne devriez pas utiliser à la légère, parce que cette population, moi, je ne pense pas du tout, justement, que les Français soient très majoritaires, enfin, les Français qui votent pour ces partis-là soient fortement racistes ou quoi que ce soit. Je pense justement que c'est essayer d'interdire, de diaboliser leur colère, leur crainte par rapport à un changement, encore une fois, qui est inédit et dont ils se rendent compte. Et cette tendance qu'ils observent dans tous leurs médias, justement, de voir cette élite nier ce sentiment de manière extrêmement virulente. Non, mais ça, c'est vous qui le pensez. Ah non, c'est pas que moi. Il y a des chercheurs, tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Si vous saviez que les chercheurs... Tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là contredisent ce que vous dites.